Je commence? Vas-y, vas-y. D'accord. Donc, merci beaucoup. Merci à tous de votre patience. Et nous allons commencer notre conférence sur Paris et les couturiers. Ah mince, je suis désolée. Christelle, Oui, comment tu vois l'écran? Quand tu vois mon écran, tu vois toutes les personnes. Là, tu vois ma souris, donc tu vois toutes les personnes et tu oui. vois tout ça en fait. Mais tu peux les réduire, le petit trait en haut, à droite de la. Ça. Bon, je vais plutôt faire ça. Je ne peux pas le. Voilà. Ah, ben voilà. Moi, je vais C'est disparaître. parfait. C'est parfait. OK, on va commencer. Donc, vous avez ici. Je vais couper le son. Voilà. Donc, vous avez ici le programme de ce dont on va parler, de ce dont je vais parler aujourd'hui. Je vais vous expliquer qu'est-ce que la haute couture, les origines, les couturiers phares, le savoir-faire et l'excellence, et l'illustration de mode, qui est une partie très intéressante et importante de l'histoire de la mode. Et évidemment, nous conclurons et il y aura quelques illustrations. Donc, on va commencer. Déjà, vous allez avoir une petite vidéo explicative, qui va vous montrer quelles sont les différentes industries qui sont liées à la mode. Donc, la haute couture est une spécificité française. Ça n'existe qu'à Paris. C'est un label français. La haute couture, ce sont des vêtements fabriqués sur mesure, contrairement au prêt-à-porter, avec des vêtements fabriqués en série, des vêtements prêts à être portés. Les défilés de haute couture se déroulent 2 fois par an dans la capitale, en janvier pour les défilés printemps-été et en juillet pour les défilés automne-hiver. Pour pouvoir défiler, il y a des conditions très précises définies par un décret qui date de 1945. Pour être une maison de haute couture, il faut donc faire du sur-mesure, réalisé à la main avec un minimum de 20 employés dans les ateliers de la marque. Il faut créer au moins 25 modèles par saison et pouvoir assurer 2 défilés par an. Pour entrer dans ce club très fermé, il faut être parrainé et une commission couture se réunit chaque année au ministère de l'Industrie pour trancher. Cela est très strict. Résultat, les membres permanents oscillent entre 10 et 15. Vous avez les incontournables, Dior, Chanel, Gaultier ou encore Margiela. Après, pour ouvrir un peu la haute couture, le ministère de l'Industrie a accepté dans les défilés ce qu'on appelle des membres correspondants, venus de l'étranger, Versace, Armani, Valentino ou encore Viktor & Rolf, qui eux sont estampillés couture. Et puis, il y a aussi chaque année des membres invités qui présentent leur collection, mais qui n'ont pas de label haute couture. Alors, combien coûtent les pièces de haute couture? C'est très variable, mais la fourchette qui est souvent donnée, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros, car tout est fabriqué par des petites mains, c'est-à-dire des personnes très qualifiées, et puis ce sont des pièces uniques. De plus, les maisons de haute couture sont approvisionnées en perles et en broderies ou en plumes par des ateliers artisanaux où travaillent là aussi des dizaines de petites mains. Sans surprise, les clientes de la haute couture sont rares, quelques centaines dans le monde, et leur identité est top secret. Les marques ne disent rien. Cette activité n'est pas rentable si on se fie aux robes qui coûtent très cher à fabriquer, mais en fait, les défilés de haute couture ont un tel retentissement dans la presse et dans les médias en général
qu'ils correspondent à des milliers de pages de publicité gratuites dans les magazines. La notoriété et le lustre de ces maisons de haute couture permettent de vendre leur gamme de prêt-à-porter beaucoup plus rentable à une clientèle plus large, sans compter les accessoires, chaussures, maroquinerie et surtout les parfums. Donc, comme vous l'avez vu, la haute couture, c'est vraiment une industrie qui est dédiée à quelques centaines de personnes, mais qui fait vivre des milliers de personnes, d'employés, et elles sont destinées à être une vitrine de la marque, d'une ligne. Et c'est ce qui permet de commercialiser leurs lignes de prêt-à-porter, qui là sont déjà faits en usine. Alors, on va parler, pour commencer, des origines de ce qu'on appelle la haute couture. Vous avez ici les prémices avec Louis XIV, le roi Soleil, que vous avez ici. C'est lui qui a commencé à élaborer ce qu'on appelle l'artisanat d'art. Donc, il a utilisé les fonds du royaume pour demander à tous les artisans de France d'élaborer des projets. C'était des boiseries, des sculptures, des tapisseries. Et c'est lui qui a démocratisé l'artisanat d'art, un artisanat d'exception. Ensuite, plus tard, vous avez eu la femme de Louis XVI, qui, elle, était très portée sur les belles toilettes. Et c'est elle qui a amené en France les idées de mode grâce à sa modiste, ce qu'on appelait alors une modiste, qui était Rose Bertin, que vous avez ici, qui était la modiste attitrée de la reine et qui venait à l'époque plus lui proposer, elle était spécialisée dans les accessoires. Donc il y avait une mode des accessoires, une mode des vêtements évidemment, mais qui était concentrée pour chaque personne de la cour, avait des couturières et donc un style qui changeait, mais qui était un petit peu le travail de beaucoup de couturières. Et vous aviez les modistes qui venaient et vraiment donner un style et apporter ce qu'on appelle maintenant la mode. Donc, après cette époque-là, vous avez eu le vrai inventeur de la mode dans ce qu'on connaît, c'est Charles Frederick Worth, un Anglais. Et oui, ça peut paraître surprenant, mais c'est un Anglais qui a défini ce que nous connaissons aujourd'hui de ce qu'est un grand couturier. Donc, je vais vous lire un petit peu quelques passages intéressants de sa biographie. Donc, c'est un couturier français d'origine britannique et c'est un des fondateurs de la haute couture parisienne et de la maison Worth. C'est lui qui crée le principe de la maison de couture. Sa conception de la création de mode est différente de celle existante jusqu'alors. Il crée le principe de la maison de couture. Avant Worth, le couturier répond aux commandes de la clientèle. Le client demande, le couturier exécute. C'est un artisan. Worth crée des modèles inédits selon son inspiration, mettant son sens artistique en avant. C'est un artiste. Il lance ses propres collections dont les modèles sont faits à l'avance et sont présentés dans des salons luxueux en un seul exemplaire. Le rôle de la cliente est limité au choix des couleurs et du type de tissu. Worth a une autonomie dans la création. Les collections changent régulièrement, ouvrant le cycle de la mode. Collection printemps-été, automne-hiver. Donc, comme vous le voyez, c'est lui qui a posé les bases de ce qu'on connaît maintenant, qui sont jusqu'à maintenant en 2020, les codes de la vente et de la haute couture.
de la haute couture, pardon. C'est-à-dire élaborer des collections créées par un artiste et qui ne sont pas en précommande, c'est-à-dire les collections sont déjà faites en exemplaires uniques et la cliente donc l'achète. Il a également créé ce qu'on appelle la griffe, la marque. Quand vous voyez une marque sur un t-shirt, c'est lui qui a eu l'idée le premier de prendre d'aller voir diverses maisons de tissus, de créer le vêtement et d'écrire son nom, ce qui a énormément scandalisé à l'époque d'écrire son nom sur les vêtements. Donc ça, c'est la mode du 19e siècle, ce qui précédera les grandes maisons parisiennes qui vont venir. Donc, vous avez les grands du début du XXe siècle. On peut, si on peut diviser les courants qu'il y a eu au XXe siècle, on pourrait parler de mode d'avant la Seconde Guerre mondiale et de la mode après la Seconde Guerre mondiale. Donc, avant la Seconde Guerre mondiale, vous en avez eu beaucoup, mais je vous en ai conservé seulement 2 exemples parce que je pense que vous connaissez, vous avez déjà vu beaucoup de créateurs et vous avez beaucoup entendu parler des différents créateurs parisiens. Mais j'ai choisi de vous montrer 2 créateurs, et là, dans ce cas-là, 2 créatrices différentes, pour comparer un petit peu les styles. Et là, vous avez Coco Chanel, très connue, qui a ouvert sa maison en 1910. Ici, vous avez donc évidemment sa date de naissance, date de mort, et juste à côté du petit triangle noir, vous aurez la date de la création de sa maison de couture. Car évidemment, il y a des gens qui avaient le même âge, qui étaient des contemporains de leur époque, mais qui n'ont pas forcément ouvert leur maison de couture en même temps et qui ont été les artisans d'un style d'une époque. Parfois, ils ont le même âge, en fait, ils sont d'une époque de création totalement différente. Donc, c'est un marqueur pour vous repérer. Là, vous avez le style de Coco Chanel, très épuré, très sobre, dans les noirs et blancs, qui ont vraiment marqué l'histoire de la mode française jusqu'à maintenant. C'est elle qui a ramené dans le vestiaire des femmes la petite robe noire, alors qu'avant c'était une robe, le noir était une couleur, une nuance qu'on gardait pour les enterrements et on ne portait jamais de noir en soirée. C'est elle qui a ramené ça dans le vestiaire des femmes. Elle a également inventé les chaussures bicolores que vous avez là. Elle a commencé sa carrière en vendant des chapeaux. À l'époque, c'était les chapeaux de la Belle Époque, c'est-à-dire des chapeaux avec beaucoup de froufrous, de rubans, de dentelles, même des oiseaux. Et elle a voulu casser ces codes-là. Et elle a inventé une ligne pour les femmes qui était très simple. Elle a enlevé tout ce qu'on connaissait, c'est-à-dire les corsets, tous les apparats des robes, et elle l'a simplifié au maximum. Et ça a été un vent de fraîcheur dans la mode de cette époque-là et surtout une libération pour la femme. Donc, comme vous le voyez, c'est un style qui est très moderne. Dans les années 20, elle portait déjà des pantalons, elle avait déjà une personnalité forte et une identité très moderne. Et c'est pour ça que jusqu'à maintenant, elle reste une icône de la mode française. Et vous avez, juste à côté, sa rivale, sa grande rivale, c'était Elsa Schiaparelli. Et elle a ouvert sa maison de couture un peu plus tard, aidée par Paul Poiret, qui était un autre créateur de mode. Et son style était l'opposé, si l'on peut dire, de Chanel.
elle proposait un style très novateur, des formes novatrices, des couleurs qui étaient en contraste avec le noir, avec le blanc, avec des lignes classiques. Et elle utilisait énormément la broderie, les sequins. Là, vous avez une de ces pièces phares, c'est cette cape avec une broderie dorée et le rose qui restera sa marque de fabrique, ce qu'elle a baptisé le Shocking Pink. Donc Shocking Pink, c'est sa marque de fabrique, un de ses emblèmes, et ça montre un peu son envie de se démarquer des autres maisons de couture. Elle a également beaucoup fait de collaboration avec Salvador Dali, qui était un artiste et qui a participé au dessin de nombreux de ses créations, notamment de ses bijoux et vêtements. Là, vous avez par exemple un exemple de bijoux surréalistes, donc de très haute qualité et qui évidemment était assez surprenant à l'époque et qu'on gardait pour les grandes fêtes, les grands événements. Donc ça, c'est pour la partie de l'avant-guerre. Et vous allez avoir, dans un côté un peu plus classique, vous allez avoir Paul Poiret, qui est une grande figure de la mode française, qui est arrivé un petit peu plus tôt, qui est resté un contemporain de Chanel et Schiaparelli, mais qui était vraiment quelqu'un qui a posé les bases également de ce qu'était la mode française, mais là, dans un style un peu plus 1900. Alors, c'était des robes très théâtrales, des tenues qui s'inspiraient énormément du Moyen-Orient, de l'Extrême-Orient, donc de l'Asie, de l'Afrique, même des Indiens. Et il proposait quelque chose qui est avec des tissus rares, de la soie énormément, et qui a montré une nouvelle voie pour les femmes à nouveau, créer une mode avec des tissus précieux et des éléments de costumes très audacieux pour l'époque. Et vous avez aussi une petite mention sur Cristobal de Balenciaga, qui est un des maîtres de l'élégance parisienne également, avec des lignes beaucoup plus classiques, épurées, une grande féminité. Donc, toutes ces personnes que je vous montre, ces grands créateurs, ce sont ceux qui ont marqué leur époque et également marqué notre époque, puisque jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à utiliser leur création et les lignes qu'ils avaient inventées bien avant, c'est-à-dire au XXe siècle, début du XXe, fin du XIXe siècle. Donc, nous allons passer aux grandes après-guerre. Parce que la Seconde Guerre mondiale a été un grand choc pour toutes les maisons de couture, pour tout le monde évidemment, mais pour toutes les maisons de couture, elles ont quasiment toutes fermé, ou si elles sont restées ouvertes, les créateurs sont partis à l'étranger, ont laissé les maisons ouvertes pour que les salariés puissent continuer à travailler et évidemment continuer à subvenir à leurs besoins. Mais ça a créé un endormissement de la mode française. Et vers la fin de la guerre, les tissus, beaucoup de tissus venaient à manquer. Les matériaux, les perles, les strass, évidemment les bijoux, tout cela était conservé. Les gens faisaient très attention, même les personnes très riches faisaient très attention à garder leurs bijoux et autres. Donc, c'était une pénurie de moyens pour rester dans le faste. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une forme de
de rebondissement, car les gens sont restés privés de rêves, de faste, du faste d'avant-guerre qu'on connaissait, les grandes fêtes parisiennes, les grands bals. Il y avait toujours une occasion de montrer pour les femmes et pour les hommes également leur toilette. Donc, après l'endormissement de la guerre, il a fallu créer un renouveau. Et ce renouveau, j'ai décidé de vous proposer à nouveau 2 créateurs qui ont été une marque de ce renouveau. Le premier, c'est Christian Dior. Donc, lui a ouvert sa maison de couture en 1947. Donc, ce n'est pas une date anodine. Donc, à la fin de la guerre, il s'allie avec un industriel du textile et il décide de proposer au monde une nouvelle silhouette. Donc, les silhouettes des années 40, c'était une robe un peu plus courte, des robes assez vasées qui permettaient aux femmes de pouvoir faire du vélo, de pouvoir continuer à se déplacer. Et c'était une taille cintrée, des épaules assez larges. Les épaules larges, c'est vraiment un style qu'on connaît des années 40. Et vous avez également, là sur la photo, ce qu'il a proposé en 1947. Il a proposé des robes beaucoup plus longues, évasées, mais longues, une ligne avec une taille très marquée et des épaules un peu moins larges, un peu moins extravagantes, une ligne un peu moins extravagante que celle que vous aviez pendant la guerre. Donc en fait, ça paraît anodin, mais ça a créé un grand choc et personne ne s'attendait à cela. Quand il a fait son premier défilé, on a appelé New Look car une journaliste, une rédactrice en chef du Harper Bazaar, un journal américain, en voyant ça sous le choc, s'est exclamé « Mais vous avez inventé This is quite a new look ». Et c'est devenu le nom de ce style-là. Et ça fait la renommée de Christian Dior, qui a gardé une ligne très féminine. Il a eu l'idée de donner à chacune de ses collections une ligne particulière. Il donnait un nom, le lisse, la silhouette H, et chacune de ses collections proposait une nouvelle façon de voir pour la femme. Donc ça, c'est Christian Dior. Et vous avez eu un de ses élèves, un surdoué, parce que en 1955, Yves Saint Laurent rentre dans la maison de couture de Christian Dior. Il vient y travailler et apporter son savoir. C'est un jeune homme, il n'a qu'une vingtaine d'années et il va devenir, juste en quelques années, en 2 ans, à la mort de Christian Dior en 1957, il devient le directeur artistique de la maison Dior. Donc, si vous voulez, c'est comme un passage d'armes. C'est un passage de savoir-faire à travers les générations. Vous avez Christian Dior qui a marqué une époque, qui a marqué l'histoire de la mode française, qui transmet à Yves Saint Laurent une idée du renouveau, une idée de toujours apporter quelque chose de novateur, d'extravagant, de quelque chose qui va changer les idées qu'on avait précédemment. Et c'est ce que Yves Saint Laurent va s'atteler à faire. Donc, Yves Saint Laurent, en 1957, il reprend la maison Dior, propose plusieurs collections qui ont énormément de succès, mais décide en 1962 qu'il est temps de créer sa propre maison de couture. Et donc, il va créer la maison Yves Saint Laurent et proposer ses collections. Et ce qui va plaire à beaucoup de personnes, c'est qu'il a un sens de la modernité pour les femmes. Il va notamment s'inspirer de créations et de
artistes novateurs et modernes. Là, vous avez ici la robe Mondrian. Donc, il s'inspire de tableaux et propose diverses collections avec la participation des créateurs, des artistes, en reprenant des tableaux. Il va inventer plusieurs styles modernes pour les femmes. Il va s'inspirer, comme souvent ses prédécesseurs, des styles d'autres pays. Vous avez par exemple ici une photo où dans ses collections, il s'inspire de la mode africaine. C'est un des premiers grands couturiers à faire venir des mannequins noirs asiatiques dans ses défilés et à proposer des styles donc venant d'autres contrées, un peu comme Paul Poiret. Il va reprendre des codes du vestiaire asiatique, russe également, et proposer quelque chose de novateur. Mais il reste un passionné des voyages dont il va s'inspirer pour proposer ses collections. Et également, il cherche à libérer à nouveau la femme et à proposer quelque chose de novateur pour elle. Et c'est là qu'il invente le smoking pour femmes. C'est ce qui va rester jusqu'à maintenant une de ses plus grandes créations, et ce pourquoi on se souvient encore de son empreinte sur la mode, c'est l'élégance féminine et l'utilisation de codes assez androgynes. Et il va proposer donc le costume de smoking pour femmes et le tailleur pantalon que les femmes vont toutes adopter, notamment celles qui travaillent. Alors, les créateurs, pour mettre à bien leurs idées, leur travail, ont besoin de l'aide d'ateliers. Donc, à Paris, il y a 2 grands ateliers, mais évidemment, il y en a beaucoup dans toute la France, mais les 2 plus grands ateliers qui proposent leurs services aux créateurs de mode, aux maisons de couture, c'est l'atelier Le Sage, qui fait de la broderie, et vous avez l'atelier Le Marié, qui est un plumassier. Il utilise les plumes d'oiseaux véritables de différentes variétés. Il y a des milliers de plumes différentes, et il fait de l'artisanat de plumes. Vous l'avez vu un petit peu précédemment dans la vidéo d'introduction. Vous aviez des images de ces 2 grands ateliers. Donc, voici une vidéo qui met en lumière ce que sont les petites mains. I really love couture. It's different, the sensation where you feel the human touch. Couture speak about craftsmanship, but at the same time also about teamwork. It's impossible to make all this collection if you have not a big team. They maintain the tradition. Nos yeux sont sur nos mains. Si vous ne sentez pas avec vos mains, si vous ne voyez pas avec vos mains, vous ne pouvez pas en fait aimer ce que vous faites. Et donc il faut vraiment aimer préparer à la main. Being ready in time, that's the most stressful thing. They changed the fit times. It was supposed to be in 2 hours.
hoping they don't call us down in 10 minutes. Couture, c'est ma passion. Il y a toujours de nouveautés à voir, créativité, ça m'a attiré. Alors moi, ça fait 18 ans en fait que je travaille chez Dior. Et moi, j'adore ça. This is my 11th year. You just have to be sort of a perfectionist and very patient. Ça, il faut avoir l'expérience. Au début, je ne le sens pas. C'est comme j'ai dit, tubes, les pantalons, les premières années. Avec l'expérience, 2-3 années après, on commençait par une petite veste. 34 ans dans la maison, je crois que il faut vraiment aimer, parce que sinon, on ne pourra pas travailler pendant 34 ans. Ça se pose avant. Para étudier et tu peux Ah, they're calling me. Oui. It's time to go downstairs. 2 hours early. So now we're going to see what it looks like for the first time. Toujours voir à la fin comment ça donne, parce qu'on ne sait pas, pour l'instant, on ne peut pas trop voir. C'est une fois fini, monté, c'est sûr, on est à... Everybody gets excited and like shaking and see how good it looks. What makes it all worth it. Alors, un des pans de la mode qui est très important, c'est l'illustration de mode. Et c'est ce que je préfère personnellement dans la mode, c'est l'illustration de mode. Et vous avez quelques exemples ici par l'illustrateur Christian Bérard. Il y a évidemment beaucoup d'illustrateurs différents. J'ai choisi celui-ci, mais il y a René Gruot, il y a Carl Erickson, beaucoup d'illustrateurs qui en fait dessinaient les collections des grands créateurs, et c'était des illustrations qui étaient destinées aux magazines de mode. Donc vous aviez Vogue, Harper Bazaar, tous ces magazines avant n'utilisaient évidemment pas la photographie qui n'était pas utilisée à large échelle. Donc tout le monde, toutes les maisons de couture utilisaient leurs illustrateurs et proposaient leurs collections de cette manière-là. Donc ici, vous avez une photo de Christian Bérard avec Coco Chanel. Évidemment, ces grands illustrateurs étaient des proches des différentes maisons de couture et évoluaient dans le même cercle parisien. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que c'est une industrie et qui est en fait un cercle assez fermé où les différents acteurs de ces industries se connaissent tous et participent au fait de proposer un service de qualité, dans le sens où chacun connaît son rôle dans l'industrie et va proposer une forme de roulement, en fait. Très facilement, un bon illustrateur ou un bon atelier va être mis en avant dans ce milieu et proposer ses services à diverses maisons de couture. Et vous allez voir cette unité dans ce milieu-là à travers cette petite histoire que je voulais raconter, qui s'appelle le théâtre de la mode. Donc, un exemple spectaculaire et durable de résilience se présente sous la forme d'une exposition de mode française, le théâtre de la mode, créé en 1945.
connue en France comme l'année de l'espoir. Après la Seconde Guerre mondiale, lorsque les matériaux étaient rares et que le marché de la haute couture avait disparu, les maisons de couture françaises se sont réunies pour créer une exposition itinérante de collections de mode miniatures par 15 grands créateurs afin de collecter des fonds pour les survivants de la guerre et d'aider à renouveler l'industrie française de la mode. L'exposition comprenait 237 figurines portant des collections miniatures de Balenciaga, Balmain, Cartier, Hermès, Lanvin, Lelon, Nina Ricci, Marcel Rochas et Schiaparelli. Robert Ricci, le fils de Nina Ricci, a eu l'idée d'une exposition miniature de mode utilisant des mannequins de taille 1/3, debout 70 cm de hauteur, fabriqués en fil de fer avec des têtes en plâtre modelées par John Rebel. Les mannequins étaient habillés dans chacune des pièces de couture les plus célèbres de la maison, recréées à partir de chutes de tissu, c'est-à-dire les restes des petits morceaux du tissu qui restaient des précédentes collections, et disposés dans des mises en scène élaborées, créées par des artistes tels que Christian Bérard, Jean Cocteau, qui était poète, écrivain, dramaturge, Jean Saint-Martin et Georges Vaquevitch. Le théâtre de la mode est un exemple puissant qu'une forme culturelle éphémère, l'exposition itinérante, peut sauver une industrie entière si elle a la capacité de stimuler l'imagination et de développer la persistance de la créativité humaine. Né à un moment de l'histoire et dans des circonstances plus que difficiles, mais dans un élan de solidarité et d'espoir pour l'avenir, les poupées représentent également la capacité créative, les compétences et la fierté de la perfection des détails des artisans, couturiers et artistes de France. Ils sont en fait comme le phénix, symbole de vie. Et vous avez ici la traduction du texte que je vais lire juste maintenant. C'est le Théâtre de la Mode a ouvert ses portes dans la grande galerie du Musée des Arts décoratifs du Louvre le 28 mars 1945, a attiré plus de 100 000 visiteurs et récolté 1 million de francs pour les secours de guerre. L'exposition a ensuite fait une tournée en Europe et en Amérique du Nord, avec des arrêts à Londres, Leeds, Barcelone, Stockholm, Copenhague, Vienne, New York et San Francisco. Après que l'exposition a atteint San Francisco, les bijoux de la collection ont été rendus à Paris et l'exposition a été conservée dans les sous-sols du grand magasin de la ville de Paris, où elle a été découverte en 1952. L'exposition est actuellement à l'affiche au Merrill Hill Museum of Art de Washington, où se déroule l'exposition depuis 1995. Donc vous avez toujours ces poupées qui sont, que vous pouvez aller voir à Washington si vous passez par là. Et c'est un très bel exemple de l'unité de ce milieu qui avaient décidé à l'époque donc de récolter des fonds et de montrer leur savoir-faire et l'industrie et l'utilité de cette industrie en faisant une tournée itinérante à travers les différentes villes du monde. Donc, je voulais proposer cette petite conclusion, cet événement-là, car comme vous l'avez sans doute vu si vous avez suivi l'introduction, où j'expliquais que la haute couture est un secteur d'activité qui en réalité est disponible à peut-être à quelques centaines de personnes. Donc c'est du fait main, sur mesure, modèle unique, tout est cousu, chaque détail est cousu à la main. Mais en fait, elle fait vivre une industrie beaucoup plus grande, car ces collections de haute couture ne sont qu'une vitrine de la marque, de ce que le créateur propose, sa vision, son art, sa ligne. Et cette ligne, ensuite, attire tout le monde.
Donc, on se souvient tous de ces collections et on a la possibilité d'en acquérir quelques modèles en prêt-à-porter, donc d'une manière plus industrielle, mais tout de même qui reste dans le haut de gamme, dans la qualité. Donc, il y a plusieurs visions, plusieurs éléments dans cette industrie qui sont intéressants, notamment la part de rêve et la part artistique. Ça reste une industrie qui est basée sur le profit, évidemment, qui apporte beaucoup d'argent et qui est proposée à des gens qui sont extrêmement riches, mais à côté de ce point de vue, comment dire, plus terre à terre, ça reste l'expression d'artistes et l'expression de l'excellence de l'artisanat français. Donc c'est un milieu, c'est une industrie qui est très chère à la culture française et c'est pour ça que je vais décider de vous en parler aujourd'hui. Donc ma conclusion, je la ponctue par une citation. C'est une phrase d'Yves Saint-Laurent, sans élégance de cœur, il n'y a pas d'élégance. Donc, voici les sources. Je vous montre simplement quelques illustrations que j'ai faites. Car évidemment, c'est pour ça que je vous disais que j'aimais beaucoup les illustrations de mode, car je fais également des illustrations. Et vous avez la source des informations que je suis allée vérifier pour vous faire cet exposé. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, ou si vous voulez des éclaircissements. Et n'hésitez pas aussi à contacter l'Alliance française par mail si vous avez des questions ou si vous désirez des éclaircissements sur cette présentation. Donc, il me reste simplement à vous remercier très chaleureusement d'avoir suivi cette présentation et j'espère qu'elle vous a plu. Merci Mina. J'espère que vous avez tous autant apprécié la présentation que moi. Si vous avez des questions, vous pouvez utiliser les poser dès maintenant en utilisant le petit bouton de chat qui doit apparaître en bas de votre écran. Si vous n'êtes pas à l'aise pour les rédiger en français, n'hésitez pas à les rédiger en anglais et Mina se fera un plaisir d'y répondre. On lui traduira en français. Alors, j'ai Alexis qui te dit que merci, c'était très intéressant. Donc, merci beaucoup, Mina. Merci à vous. Moi, j'ai beaucoup apprécié aussi tes petits dessins à la fin. C'est gentil. Beaucoup de talent. Je te les remets. Merci. Donc, on peut attendre un petit peu. Oui, si on tu peut attendre veux. un petit peu. On peut même actionner, tu sais, on peut actionner les Oui. sons et les caméras de ceux qui veulent. Évidemment, on peut actionner le son sans... Alors... Attends, ce qui est petit bouton de chat. Ou si vous voulez intervenir avec le son, vous devez avoir une petite main que vous pouvez lever. Et si vous préférez poser votre question, dans ce cas-là, j'activerai votre micro. Merci beaucoup. Merci Barbara. Merci Nick. Maxine. Merci Vivienne. Tu vois les petites mains? Tu vois quelque chose? Non, je regarde le chat. Rien dans le chat. Ah, c'est toi qui ressens, moi je ne ressens pas. Ah, j'ai pas de main qui se lève. Non, non, non. J'ai des départs. Alors. As-tu reçu des questions? Parce que moi je n'ai rien reçu, donc peut-être que ça a été retiré. Pas de questions, des remerciements. Ah. Merci Claudie, merci Pierre. Merci Paula. Merci Jenny et Nathalie. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite, que vous m'avez bien entendu. Merci Paz.
Merci Anne. Je suis un peu le perroquet, mais je suis très heureuse et très contente de lire vos remerciements. J'avais prévu de faire beaucoup plus, mais je n'avais pas envie de vous marteler avec tous les détails de la couture, de la haute couture. J'ai essayé de simplifier au maximum et j'espère que ça a été tout de même intéressant pour vous. S'il n'y a plus de messages ou de questions, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que tu veux qu'on arrête là? Bon, je pense que c'est bon. C'était une, comment dire? Barbara, bon apéro. C'est Barbara qui va prendre l'apéro. Non, je pense que c'était une présentation qui était assez simple, comme on dit en anglais, straightforward. Je pense qu'il n'y a pas énormément d'interrogations. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci à tous. Et n'hésitez pas à joindre l'Alliance de York si vous avez la moindre demande ou question. Merci à toi aussi, Christelle. De rien. On va se quitter. Merci, passez une bonne soirée et puis surtout prenez soin de vous. Au revoir. Ils sont tous partis?